Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Ariane Brodier, actrice, animatrice de télévision et humoriste. Ariane, compagne de Fulgence Ouedraogo, ancien joueur du 15 de France et du MHR que nous avons reçu ici même, et maman de 2 enfants, va nous raconter les dessous de son parcours impressionnant et découvrir les coulisses de sa carrière, avec un focus bien entendu sur la santé, sur le bien-être, vous vous en doutez. Alors sois la bienvenue Ariane. Merci, je suis très heureuse d'être là. Merci à toi d'être là. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Non, très bien. Très bien, j'ai la chance de vivre à Montpellier, en Occitanie, avec des grands espaces et de la nature. Donc, ça aide aussi beaucoup au bien-être et au moral. Ouais, ça change un peu de Paris, du coup ? Oui, c'est totalement différent, en fait. C'est un autre mode de vie. J'adore Paris et je pensais que jamais j'arriverais à quitter Paris parce que j'ai Paris dans les veines. Mais c'est vrai que je suis très contente d'y aller, mais je suis très contente de rentrer et de retrouver, en fait, le luxe des espaces. C'est ça, en fait. L'espace, respirer. Ça, c'est un vrai luxe de pouvoir se l'octroyer. Je partage complètement. Et le niveau de vitamine D aussi avec le soleil, ça c'est... Ça va avec aussi. Hein. Ça va avec. Les rides aussi, parce que du coup, plus de soleil, plus de rides. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est les marques de la vie, ça. Exactement, j'aime beaucoup. Qui es-tu, Ariane, vue par Ariane ? Qui je suis ? Waouh, c'est tellement compliqué. Écoute, je suis, j'allais dire une petite nana, mais non, j'ai 45 ans, donc je peux plus dire ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je me vois. Une petite nana de banlieue parisienne qui avait un seul rêve, c'était courir plus vite que les autres. Et donc voilà, courir plus vite, courir après sa vie, se lancer des défis, se challenger, être écouté plutôt que regardé. Une petite nana qui était pas sûre de vouloir être une nana et justement qui voulait se challenger avec les garçons. Ah ok, donc la compète déjà à l'époque. La compétition, ouais, c'est vraiment ancré en moi et d'ailleurs j'y travaille beaucoup pour être moins compète parce que c'est super d'être compète mais ça peut être un peu destructeur. Je suis mauvaise joueuse, mon fils qui va arriver deuxième à une course, au lieu de lui dire bravo, je vais lui demander et c'était qui le premier avant de lui dire bravo. Donc je me rends compte de ça qu'en fait je suis vraiment trop dans la compète et c'est pas une bonne chose. Ok. C'est bien de se challenger, mais il faut savoir se satisfaire parce que le problème, c'est que se challenger toujours, être toujours dans la compète, c'est quelque part ne jamais être satisfait de ce qu'on a. Ouais. Et il y a des choses dont tu es satisfaite aujourd'hui ? Il y a plein de choses. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai commencé la télé, j'avais 22 ans. C'était pas forcément mon rêve. Moi, je voulais écrire des livres. Mais voilà, ça s'est fait, c'est arrivé et c'était cool. J'ai interviewé des gens exceptionnels. Toute jeune, je travaillais sur M6 Musique, donc je sais pas, de Sean Paul en passant par Beyoncé ou des gens vraiment, des artistes internationaux géniaux. J'ai présenté des concerts énormes. J'ai fait partie de l'époque Morning Live. J'ai écrit quand j'en ai eu marre de la télé, de la place des femmes en télé. Je suis partie sur l'humour. J'écrivais déjà des sketchs pour les autres. Mon spectacle a plu. Arthur a signé mon spectacle en tant que producteur. J'ai été remise en scène par Jarry. J'ai fait une tournée énorme. J'ai terminé à La Cigale. Ouais, j'ai fait des trucs hyper cool et je suis hyper contente. Et je regarde dans le rétro et je me dis, waouh, c'est cool ce que tu as fait. Ouais, c'est super cool ce que tu as fait et il y a encore de belles choses qui t'attendent. Il y a plein de choses qui vont être cool, mais justement, j'ai besoin de m'arrêter et de regarder et dire c'est bien pour justement plus être dans la compète et me dire ah mince, j'aurais peut-être dû faire ça, pourquoi je fais pas ça et pourquoi j'ai pas fait ça. Se satisfaire de soi, on prend pas le temps de dire merci à son corps, merci pour ce qu'on a fait, merci aux autres de nous avoir aidés à aller atteindre nos objectifs. Vraiment, on prend pas le temps de se remercier soi-même. Ouais, la gratitude, tellement important. Ça fait un petit peu cliché, on en parle beaucoup, mais moi, je sais que vraiment, j'essaye de le faire là depuis peu parce que ça faisait pas du tout partie de ma vie. Ouais. Et comment on arrive donc de la ferme
Ah, faire tout ce que tu fais. Ah oui, alors je viens pas de la ferme. Ma maman a repris. Alors ma D'accord, mère est raconte-moi tout. agricultrice, c'est aussi une histoire de dingue, puisqu'à la base elle Ouais. était dans la mode Ok, et elle a repris la ferme de ses parents. J'avais 13-14 ans, donc j'ai pas grandi dans génial. une ferme. Aussi un challenge parce que métier d'homme, etc. Elle avait arrêté de travailler parce que petite, j'ai eu une méningite et Ok. mes parents ont eu très peur, hein. J'ai frôlé la mort, clairement. Hmm. Et du coup, ma mère a jamais repris le boulot et elle s'est lancée dans ce challenge de reprendre la ferme familiale et j'étais ado déjà. Donc, j'ai pas grandi à la ferme, mais oui, aujourd'hui, elle a 73 ans, on vient de fêter son anniversaire. Elle est encore à la ferme, elle est multimédaillée puisqu'elle fait des produits qui sont connus et reconnus. Elle fait des produits laitiers, donc du fromage, etc. Ouais. Mm. Et du coup, Montpellier-Paris, Paris-Montpellier, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Parce que c'est vrai qu'on part de la capitale, on a quelque part, on se dit, bah mince, je vais peut-être quitter une partie des médias. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au contraire, on peut garder le contact de Alors, loin? on peut garder contact, hein. J'ai la chance de tourner encore beaucoup à Paris et d'avoir Ouais, des équipes fidèles qui me font travailler depuis des années. Après aussi, l'âge fait que on dit plus facilement non. mhm, La distance et l'âge, effectivement, il n'y a pas des prods qui m'appellent. Tu peux venir là dans 2 heures pour tourner ça? Non, parce que je peux pas être là dans 2 heures. bien sûr. Et puis peut-être que maintenant je suis maman et que effectivement je l'aurais peut-être pas fait parce que j'ai d'autres choses à faire. Il y a le spectacle de mes enfants, etc. Des choses qui ont plus d'importance pour moi aujourd'hui. Ok, Et surtout, j'ai trouvé ma place aujourd'hui. J'ai une quotidienne sur France 3 que j'adore, bien où sûr. vraiment je suis maîtresse de cérémonie et je choisis les invités, les sujets, le ton, etc. Et je suis vraiment. Ça m'a réconciliée avec la télé puisque je voulais faire que de la fiction. Ok. Pendant des années, j'ai arrêté la télé pour faire que de la fiction et du théâtre Mhm, parce que je me sentais pas à ma place. Je trouvais que la place de la femme, en tout cas dans du divertissement, hein, pas dans du magazine, était souvent un second couteau. ok. C'était souvent animé par un homme avec une co-animation d'une femme qui avait un rôle moindre et souvent un peu habillée sexy, etc. Et c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal autour de Ouais. mes 30 ans. Donc j'ai arrêté la télé complètement pour faire que de la fiction. Hmm, La télé a énormément changé aujourd'hui. On n'a plus ok. ça. Et je pense que le fait que je sois moins la jeunette qu'on mette en robe, du coup, j'ai des jobs qui m'intéressent plus aussi. Non, je sais pas. Je pense que la télé a énormément changé. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de faire mon retour à la télé dans des émissions où je suis au lead de l'émission et qui m'intéressent, quoi. Ouais, qui t'intéresse et qui a une vraie plus-value dans la société aussi. Oui, Tu vois, ce que tu es en train de faire notamment et les intervenants. Voilà, on parle de bien-être, on parle du cerveau, on parle de comment tout ça fonctionne. Et ça, exactement, ouais. c'est hyper important, en tout cas, je pense. Exactement, oui, c'est vraiment une émission d'accueil qui s'appelle Vous êtes formidable parce que Ouais, elle met en avant effectivement les artistes qu'on connaît, etc. Mais aussi monsieur et madame tout le monde. J'essaye de mettre à l'antenne. On parlait d'agriculture, des agriculteurs. J'ai une passion pour les agriculteurs, hein. Ma bien sûr. maman étant agricultrice, c'est vraiment important. Et puis tous ceux qui agissent justement pour la santé, pour l'écologie. Je suis très investie et très concernée par l'écologie et je défends beaucoup de causes. Et tout ça, c'est les gens. Cette émission me permet de mettre en lumière ces gens-là. Hmm. Et c'est un vrai luxe. Ouais. Donc, ouais, je suis contente. Ouais, ouais, mais en même temps, tu l'incarnes bien et à tout niveau, que ce soit sur les réseaux ou même en vrai, je veux dire, c'est pas juste C'est la gentil, hein. parade. Mais parce que pour le coup, c'est là pour une fois, je suis moi. C'est vrai que lorsqu'on commence dans les médias ou dans la télé, on choisit pas forcément. On choisit le mieux du pire, entre guillemets. Ok. En tout cas, on passe des castings, on doit payer notre appartement, donc on ne peut pas se réveiller en disant bonjour, je voudrais présenter une nouvelle star. C'est pas comme ça que ça se Hmm. passe. On vous choisit, vous subissez l'envie d'autrui, le choix d'autrui, etc. Donc on se retrouve à faire des programmes qui nous plaisent parce qu'on est quand même très content de les faire, mais qu'on ne choisit pas forcément. Et c'est comme ça, mais rares sont les métiers où on tape du poing et dit je veux faire ça et on a ça, on accepte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, comme c'est un métier d'image, c'est encore plus
impactant en fait, parce qu'on peut faire un métier dans un bureau qui nous plaît pas vraiment, mais bon, faut qu'on gagne notre vie et voilà, et c'est pas perçu vu par tout le monde, c'est nous qui avons un petit mal-être. Mais lorsqu'on fait des émissions où on n'est pas vraiment en phase avec, tu dois mettre cette robe avec un décolleté, t'es pas vraiment d'accord avec, mais bon, c'est comme ça, tu dois le faire. Et voilà. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai le luxe d'être à ma place, je tutoie mes invités, je suis bien, je l'ai choisi, je suis à ma place et c'est vrai que c'est un vrai luxe que France Télé m'offre et je suis très 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 heureuse. Pourvu que ça dure là-dessus. Ouais. En tout cas, franchement, moi je prends du plaisir en tout cas à t'écouter, à te voir justement là-dessus. Il y a un sujet aussi que tu as évoqué tout à l'heure, c'était que tu te levais à 6h du matin quand tu étais petite pour aller faire du sport. Oui. C'est ta maman qui t'a dit qu'il fallait faire du sport à 6h du mat? Non, alors pas du tout, mais si je voulais aller à l'école, avoir le temps d'aller courir 1 heure ou 1 heure et demie, me doucher et après aller au collège ou au lycée, c'était comme ça. Non, mes parents, ils étaient plutôt effrayés qu'autre chose parce que j'y allais, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse nuit l'hiver. Enfin, j'y allais tout le temps, ils avaient plus peur qu'autre chose. Donc non, c'est pas du tout eux. Mes parents étaient sportifs, mais pas du tout sportifs comme moi, complètement acharnés. Donc c'est ce goût du sport tout le temps et ça venait pas de mes parents. D'accord, ok, donc ça vient de toi. Non, c'est moi. J'ai commencé En fait, j'avais des facilités en sport. J'étais très grande. À 9 ans, je faisais 1m69. Je ne sais pas si tu te rends compte de la taille. Presque 1m70 à 9 ans. Et j'avais très peur de faire plus d'1m90. En tout cas, plus d'1m80, puisque sur les courbes, c'est ce qu'on me prédisait, parce que mes oncles sont très grands, ils font plus de 2 mètres. Donc, j'ai commencé la musculation intensément à 11 ans. Pour contrer ça, parce qu'on m'avait dit que la musculation ralentissait la croissance. Je me suis arrêtée de grandir. Je suis à 1m77 aujourd'hui. J'ai arrêté de grandir vers 13 ans. Et voilà, mais en tout cas, j'ai commencé le sport et je suis tombée addict au sport très tôt. Voilà. Je comprends, ma sœur fait 1m82 et c'est vrai que son école, quand elle était en primaire notamment, quand tu fais une tête de plus que tout le monde, c'est compliqué. On ne sait pas si t'es la pionne, on te demande combien de fois t'as redoublé, t'es mal dans ta peau, t'es trop grande, tu comprends pas, tu fais d'une tête de plus que les autres. Non, c'est particulier. De toute manière, ne pas être dans la norme quand tu es ado, c'est particulier. Tu cherches la norme, tu cherches à appartenir à un groupe, à être pareil. Donc quand t'es différent, c'est un mal-être forcément. Je comprends complètement. Comment tu as réussi à surmonter ça, donc du coup le sport, le fait de travailler là-dessus moi c'était beaucoup le sport. Moi j'ai une adolescence c'était beaucoup le sport, c'était trop de sport aussi. J'en parle dans mon livre. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Rock Mama sur la maternité. Je parle de mon adolescence. Moi j'ai une adolescence un peu compliquée. J'étais anorexique, donc d'où le sport extrême aussi. J'ai très mal vécu à mes 11-12 ans d'être très grande et d'avoir des formes et de ressembler trop à une femme. Donc c'était aussi cette recherche de retrouver un corps d'enfant plus fin, sans forme, etc. Et d'où cette addiction au sport. Et voilà, mais après ça m'a donné le goût du sport. Et puis en plus c'était un domaine où j'avais des capacités, donc forcément lorsque tu as des capacités et qu'en plus ça devient une addiction, tu passes beaucoup de temps à ça. Ah ouais, exactement. Tu parles donc de bien-être aujourd'hui, voilà, à l'âge que tu as, le bien-être est juste essentiel, bien entendu, depuis tout le long de ta carrière. Comment tu fais pour marier tout ça entre Fulgence, les enfants, ton travail et le sport? Donc, tu disais que tu te levais vers 5h du mat, c'est ça? Oui, alors 5h, 5h30, ça dépend. Alors parfois juste pour faire du sport, parfois parce que je travaille. Mes tournages commencent très tôt, donc les semaines où je suis en tournage, je me lève à 5h, 5h30 pour aller en tournage. Alors là, du coup, je vais pas au sport, je me lève pas à 4h pour aller faire du sport avant. Mais en fait, le sport, la méditation, le yoga, tout ça, c'est des choses qui font partie de mon style de vie. C'est plus du lifestyle que essayer de mettre tout, d'emboîter tout dans un agenda. C'est comme ça, comme
comme on a besoin de manger, de boire, ben moi j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de... Et vraiment les semaines où ça m'arrive, où pendant 3-4 jours d'affilée, j'ai pas le temps de faire du sport parce que j'ai des journées de tournage, de promotion qui sont calculées à la minute près, ben, je vous avoue que j'ai un taux de stress énorme. Ouais. En fait, c'est mon exutoire, c'est mon équilibre et depuis l'adolescence. Donc maintenant, j'arrive à être un petit peu plus sereine et à me dire ok, bon, c'est bon, ça fait 2 jours, 3 jours que tu n'as pas fait de sport, c'est pas grave, tu vas t'en remettre, respire, tout va bien. Mais pendant longtemps, ça a été compliqué. Et ces fameux 3 jours là, comment tu arrives à dégorger le stress, la méditation ou la cohérence cardiaque La cohérence cardiaque, ça marche très bien, j'en fais beaucoup en voiture, de la cohérence cardiaque, c'est assez cool. La méditation aussi un petit peu avant de me coucher, mais souvent c'est... Pour tout te dire, parfois je me dis, mieux vaut que je me cale une demi-heure de sport, je mets mes baskets, je parcours une demi-heure que rien du tout. Donc souvent j'arrive à caler comme ça des petites demi-heures, etc. Quand j'y arrive pas, parce que je commence à 5h, que je termine à 19h30, qu'il faut faire à manger pour les enfants, qu'il faut préparer les sacs pour le lendemain, enfin une vie de maman, la lessive, tout ça, passer un coup qu'il est 22h, que je me relève à 5h, bon c'est pas possible, je vais pas au sport. Là, je t'avoue que je prends sur moi. Je me dis que c'est bien aussi pour mon corps, que le repos, c'est pas anodin, ça fait partie de la pratique sportive pour être plus performant. Le repos, et donc je me dis, c'est un jour de repos. Ok. Concernant tes rêves, quels étaient-ils quand tu étais enfant ? Oula, alors figure-toi, mes rêves, proprement dit, si je me rappelle des rêves que je faisais la nuit, les rêves que je faisais énormément de cauchemars, c'était très très dur pour moi. Je fais partie de ces gens qui ont une imagination débordante et c'était très très compliqué, vraiment même pour mes parents, c'était assez horrible. J'ai dû aller voir des gens justement pour ça, parce que j'ai des terreurs nocturnes et des cauchemars. Mais mon rêve en soi, c'était vraiment écrire. Je voulais vraiment être écrivain. J'ai fait des études de lettres et puis après je m'embêtais en prépa. J'ai fait du stylisme parce que j'ai une phase où je voulais être styliste. Et en fait, parce que j'étais douée en dessin, j'avais fait un bac littéraire, j'étais douée en dessin. Et ça s'est plutôt bien passé. Au bout d'1 an à une école qui s'appelle ESMOD, j'ai été recrutée par Tarita de Oliveira Serra. Je ne sais pas si tu vois qui est cette femme. Non, pas c'est encore. La femme qui tire la langue sur l'album des Stones. C'est la marraine des enfants de Mick Jagger et Jerry Hall. Et donc une brésilienne géniale qui dessinait des maillots de bain et qui m'a recrutée au premier défilé de fin d'études. Et j'ai dessiné pour elle des maillots de bain comme ça qu'on vendait aux galeries. Et là, j'ai commencé la télé. Donc, j'ai jamais... j'ai été styliste à un moment donné pour les galeries à Fayette à 19 ou 20 ans. C'était génial. Et puis après, j'ai commencé la télé. Donc voilà, mes rêves, oui, c'était être auteur. Je voulais raconter des histoires. J'adorais l'idée de raconter des histoires. J'écrivais beaucoup d'histoires déjà quand j'étais petite. La fiction, du coup Ouais, des fictions, des BD, je dessinais mes personnages, etc. Donc c'était mon rêve de base, peut-être c'était être auteur. Et puis mon rêve caché, c'était de monter sur scène et être comédien, mais c'est pas quelque chose qu'on dit. On dit déjà pas qu'on veut être auteur. Alors comédien dans une famille avec un papa ouvrier et une maman agricultrice, c'était compliqué. Mais quand j'ai fait le choix d'arrêter la télé complètement, donc j'ai commencé la télé, j'ai très bien travaillé, j'ai très vite bien gagné ma vie, mes parents étaient fiers, c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais j'étais là et ça se passait bien parce que je bossais. Et puis à 30 ans, j'étais plus à ma place à la télé. Pour ce que je t'ai dit, j'étais célibataire, j'aimais pas vraiment l'image que j'avais à la télé. En tout cas, je voulais faire autre chose. C'était pas l'image que j'avais, c'était plutôt j'aimais pas. J'avais envie qu'on me propose quelque chose de plus fort, où j'ai plus ma place, où je pouvais dire haut et fort ce que je pensais. Et je pense que c'était pas l'époque de cette télé. D'accord. Et du coup, j'ai commencé la fiction, j'ai commencé à écrire mon spectacle sur la mythologie grecque. Et puis j'ai tourné dans des fictions, etc. Et voilà, donc mon rêve de petite fille, c'était en tout cas réalisable. C'était sûrement celui que j'ai réalisé aujourd'hui, sans me l'avouer. Ok. Quel est lequel? Pardon. Je pense c'est d'être monté sur scène, jouer mon spectacle, faire rire les gens, créer l'émotion. Créer l'émotion, c'est vraiment un luxe.
créer chez quelqu'un de l'émotion, que les gens viennent vous voir sur scène et rient, pleurent, vous regardent à la télé, dans les fictions, créer de l'émotion, c'est waouh, c'est top. C'est comme ça qu'on crée des souvenirs aussi. Les émotions, c'est une image multipliée par les émotions et le fait de pouvoir faire rire, changer d'état les gens, c'est... Ou l'émotion que crée un écrivain lorsqu'il écrit. Enfin, vraiment, c'était ce que je voulais. Moi, je voulais créer des émotions. Okay. J'aimais bien l'idée d'offrir ça, quoi, d'être capable d'avoir cette capacité-là que les gens aient un avis et créer quelque chose. Voilà. Création. Comment tu passes de la réalité, ou en tout cas du rêve à la réalité? Il y a beaucoup de gens qui rêvent, on le sait tous, nous-mêmes on continue de rêver et il y en aura toujours. En tout cas pour moi c'est tellement essentiel pour vivre. Comment on passe? J'ai l'impression que si tu me dis, est-ce que tu veux pas me parler de projection, de The Secret, etc. Alors c'est toi qui le dis. Non, je sais pas. Je sais que moi, on m'a beaucoup parlé de ça parce que dans nos carrières artistiques, souvent, qu'on voit un rôle, qu'on voit une pièce, etc. Et on nous dit souvent, essaye de te projeter, de t'imaginer que tu es le rôle, etc. La méthode The Secret, on en a beaucoup entendu parler parce que c'était la méthode de la maman de Michael Jackson qui voyait son fils devenir une star et qui est devenue la star que l'on connaît. Mais je sais pas si moi la projection, en tout cas, je l'utilise pas et je sais pas le faire et je manque de confiance, donc j'ai toujours du mal à me projeter. Moi, la meilleure manière que j'ai pour y arriver, c'est de travailler. Je suis une travailleuse acharnée. Je suis vraiment je suis une fourmi, quoi. Que ce soit dans le sport ou dans la vie, je travaille. Je travaille. Là, tu vois, on s'est avant de caler cette interview, j'étais chez France Télé, j'écrivais mes émissions, même je relis derrière ce que font mes chroniqueurs, etc. Je travaille, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin d'un peu maîtriser, de voir comment ça se passe au niveau du travail pour être à l'aise en impro. Parce qu'une fois que je suis à l'antenne ou sur scène, je suis beaucoup dans l'impro. Donc, c'est des informations que j'ai engendrées avant en travaillant. Ouais, et ça, c'est super fort parce que mine de rien, il faut travailler en amont. Et puis après, tu arrives à un certain niveau qui te permet justement de faire de l'impro. Mais au final, qu'est-ce que vraiment l'impro? En fait, je pense qu'en tout cas, dans ce métier-là, il y a des gens très différents. Des gens qui sont comme ça, innés, qui n'ont pas besoin de bosser, il leur faut 2 infos et voilà. Des gens qui... Moi, je n'y crois pas trop quand même à ça. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils ont bien bossé en amont pour en arriver là. Peut-être qu'il y en a. Non, je te parle. Il y a des gens aussi qui ont besoin de support visuel, de prompteurs, de fiches, etc. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je peux parler pendant des heures sans prompteur, sans truc. J'ai 2-3 fiches pour mes lancements ou les noms, mais je n'ai pas besoin de support visuel. Mais voilà, je reçois pas un invité sans avoir lu son livre. Je trouve que c'est un manque de respect. Puis pour avoir été de l'autre côté aussi, combien de fois pendant que je faisais la promotion de mon spectacle Mytho, qui était sur la mythologie grecque, on me recevait en me disant, alors Mytho, parce que t'es une mythomane, tu mens, etc. Je me disais, ah ouais, t'as même pas lu le dossier de presse, Ariane, mytho, le fil d'Ariane. Je disais, non, c'est sur la mythologie grecque. Mais en fait, comme j'ai eu la chance d'être des 2 côtés du canapé, tu vois, du tien et du mien, je sais qu'en amont, si tu veux être à l'aise dans ton interview, si tu veux être bien, si tu veux que la personne que tu reçois soit bien et passe un moment agréable, tu te dois d'avoir bossé un petit peu en amont. C'est juste essentiel de connaître son invité et puis surtout de poser des questions qui sont en rapport avec la personne et pas juste des questions bateau derrière, quoi. Je partage complètement. Tu parles de confiance en toi. Tu sais que tu avais peu confiance en toi ou tu as peut-être eu. Comment tu travailles en fait? C'est ce qui te permet justement d'augmenter ce niveau de confiance que tu as en toi ou comment on n'a pas l'impression en tout cas de l'extérieur. La confiance en moi, je viens surtout la puiser dans le sport parce que parce que il y a des chiffres. En fait, j'évolue dans un milieu qui est très subjectif, savoir si une actrice est bonne ou pas, quelle est la meilleure pour le rôle, savoir si c'est aimé ou pas. On a tous notre avis, on a tous nos goûts. Mais en tout cas, quand tu fais un 10 km et que tu cours tant de minutes, c'est les chiffres. Quand tu fais une compétition et que tu arrives à telle place, c'est les chiffres. Donc
le sport me rassure beaucoup. C'est là où vraiment je me dépasse parce que j'ai confiance en moi, parce que c'est les chiffres. C'est là, j'ai réussi ça, etc. Dernièrement, j'ai fait un raid avec mon amie et ma binôme Anne-Sophie. Alors on en a fait plusieurs. On en a fait un en début d'année en Laponie, mais là on vient d'un raid en Corse. Et oui, et je venais dans la compète toutes les deux, etc. Et oui, en fait, on a gagné 4 épreuves sur 4 avec des chiffres et des minutes en avance sur la course, etc. Et pour moi, c'est comme ça que je gagne ma confiance en moi, où j'apprends à m'aimer, où je dis, tu vois, t'es bien, t'y arrives, t'as été la meilleure, c'est bien. Je puise beaucoup de force là-dedans. Mais il faudrait que j'arrive à en puiser ailleurs, justement, parce que sinon c'est toujours dans la compétition. Et c'est la compétition sportive, ce que j'inflige à mon pauvre petit corps de 45 ans, d'aller lui faire courir et courir. Et là, j'ai un autre challenge cet été, ce sera le marathon des JO. Oh, génial. Donc c'est mon premier marathon à 45 ans, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir un dossard pour courir. Ce marathon, le même parcours que les athlètes olympiques. Donc, je suis hyper contente. Donc, je suis en préparation pour ça. Mais voilà, c'est le sport qui me donne confiance en moi. Après, j'ai pas énormément confiance en moi, mais qui arrive à trouver confiance en soi, je ne sais pas. Paraît-il, selon la légende, il y a des gens qui ont confiance en eux. J'ai du mal à le croire. En tout cas, je travaille la confiance en moi. Et qu'est-ce que j'ai perdu mes mots d'ailleurs. Et en fait, pour rebondir sur la confiance en soi, on a la première personne qu'on a interviewée ici, c'est Denis Troche, qui est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain dans les années 90 au foot, qui est coach sportif de plusieurs types de sports, que ça soit de l'athlétisme, que ça soit du cyclisme aujourd'hui. Et Denis, en fait, me disait, c'est la confiance en soi, c'est un peu comme le trading, dans le sens où le trading, depuis le J1, le premier jour, ça ne fait qu'augmenter, sauf qu'il y a des hauts et des bas. L'estime de soi, ou en tout cas la confiance en soi, qui est un des piliers de l'estime de soi, ça fait que monter et descendre, mais en fait dans la globalité, en fait quand tu dézoomes, en fait on gagne, parce qu'avec l'expérience, parce qu'avec ce qu'on a autour de nous, on apprend aussi à avoir les bons outils pour pouvoir y arriver. Et je trouve ça assez chouette. C'est vrai. Alors il y a une autre notion, c'est que pour les femmes, il y a quand même un jugement, surtout dans un milieu des médias, physique, esthétique, qui fait gagner ou perdre la confiance en soi. Être dans les médias, c'est donner la possibilité aux gens de juger, les réseaux sociaux, de juger qui tu es, à quoi tu ressembles, si tu es beau ou pas. Ou c'est quand même assez horrible. Tu vois, c'est vraiment c'est le jugement au temps des Romains, la mise à mort. Et c'est dingue, c'est vrai que ça existait. C'est pour ça que j'ai aussi vachement choisi le biais de l'humour. Je voulais plus qu'on me regarde, je veux juste qu'on m'écoute, je voulais qu'on me trouve rigolote. Je ne veux pas savoir si tu me trouves jolie ou pas, ou si tu m'aimes ou pas. Juste, viens, on rigole ensemble. C'était aussi mon arme pour avoir confiance en moi. Ok. Tu te sens heureuse aujourd'hui ? Je suis très heureuse. Si tu me parlais de rêve d'enfant, et je t'ai dit, je te parlais d'être auteur, etc. Et j'ai tout de suite mis mon rêve vers un métier, mais mon rêve d'enfant, c'était d'être maman. Depuis que je suis toute petite, je fais partie de ces femmes qui convoitent le fait d'être maman, d'avoir des enfants. C'était vraiment petite, je dessinais déjà les vêtements de mes enfants. Je regardais à l'époque, ça n'existe plus, mais les catalogues de la Redoute sur les layettes. C'était d'ailleurs assez flippant. J'avais ce besoin et cette envie de maternité, c'était mon rêve absolu. Donc évidemment, aujourd'hui que je suis maman, c'est tellement dur d'être maman, mais je suis extrêmement heureuse d'avoir eu la chance que ça m'arrive. Ouais, et comment on fait pour être une, alors je dirais pas une bonne maman, mais quels sont les fondamentaux peut-être justement à mettre dans son quotidien pour faire en sorte que ça matche bien. Alors je sais pas si j'ai, je sais pas. Toi, tu fais plutôt. Je sais pas. Alors moi, pour que ça matche bien, c'est compliqué. Franchement, c'est le plus gros de mes challenges, la maternité. C'est compliqué parce que il faut avoir du temps à donner à ses enfants, et le temps, c'est ce qui nous manque tous dans nos journées. Et pourtant, c'est indispensable. Ça crée des doutes tout le temps. On pense pas. Quand on devient parent, on pense que les choses vont se faire.
c'est l'heure de prendre le bain, les enfants vont prendre le bain. Non, c'est l'heure de prendre le bain, les enfants ne veulent pas prendre le bain. Non, 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 on perd une demi-heure avant que les enfants rentrent dans le bain. Ouais. Une fois qu'ils sont dans le bain, ils ne veulent plus sortir du bain. En fait, tout est... Il y a une espèce de truc de chantage tout le temps. Et justement, il ne faut pas rentrer dans le chantage, mais en fait, il faut toujours tout négocier avec les enfants. Ou alors, c'est les miens qui sont un homme et une femme d'affaires incroyables et qui négocient tout. Mais il y a ce truc-là où c'est chronophage des enfants. Hein, et en fait, c'est assez prenant parce que justement, tout n'est pas fluide et simple. J'essaye de faire en sorte qu'avec l'âge, ils grandissent, que ce soit plus fluide et simple. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi vraiment. Ouais. Je comprends complètement. Est-ce que tu as une nourrice ou quelqu'un qui te supplée, qui t'aide dans cette démarche ? Alors, j'ai une super nounou le lundi et le jeudi, donc très peu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de famille, nous, à Montpellier. On est tous les deux avec Fufu. Okay. Et vraiment, on se partage vraiment la garde des enfants. Alors, j'ai eu mes enfants tard, c'était mon rêve, donc c'est aussi pour en profiter le maximum. C'est pareil, le soir, j'ai une community manager, par exemple, qui s'occupe de mes réseaux sociaux parce qu'elles le savent, à partir de 17h, quand je suis avec mes enfants, je ne suis pas joignable. Je pose le téléphone, je suis avec mes enfants. Je veux pas que mes enfants pensent que le téléphone est une continuité de ma main. Donc j'essaye de passer du temps cool avec eux, de faire des choses, d'aller faire du vélo, d'aller jouer au basket, d'aller cueillir des acacias pour faire des beignets comme le faisait ma grand-mère, de passer du moment comme ma mère le faisait avec moi. Et oui, j'ai une nounou souvent parce que quand je pars en tournage, ou le lundi, je donne des cours de yoga puisque je suis professeure de yoga. Merci, ouais. Donc un tout petit groupe et du coup j'ai une nounou pour ça, mais on essaye au maximum de faire sans. Enfin, de toute manière, c'est trouver une nounou, c'est très compliqué, et avoir confiance en quelqu'un et lui laisser ses enfants, c'est encore plus compliqué. On en a une, mais elle est très prisée. Ok, bon on terrain son nom dans ces cas-là. J'ai pas des nounous tous les soirs. Je suis une femme tout à fait normale comme toutes les autres. Il y a envie d'être là le matin, le soir pour ses enfants le plus possible en tout cas. Alors oui, en tout cas, il y en a toujours un des deux. Ou alors vraiment quand Fulgence n'est pas là et que moi je suis pas là non plus, j'ai une super nounou. Par exemple, pour l'anniversaire de ma fille, on a un rituel pour les anniversaires, c'est d'aller réveiller la personne dont c'est l'anniversaire avec une bougie et une bougie musicale, parce qu'elles font une musique horrible et faut réveiller la personne pour qu'elle souffle. Et bien là, par exemple, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'étais pas là pour l'anniversaire de ma fille et Fulgence aussi était en déplacement, et du coup c'est ma super nounou qui a été la réveiller, qui m'a filmé, etc. Mais oui, j'en ai une, mais elle les connaît depuis son nez, et voilà. Okay. Et c'est vrai qu'elle m'aide. Mais bon, pas assez, pas tous les jours, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On parle de Fulgence un petit peu, mine de rien, c'est un couple, c'est pas évident non plus tous les jours avec vos métiers respectifs, avec les enfants. Est-ce que vous avez des rituels tous les deux aussi là-dessus pour donner un exemple? Je sais que voilà, c'est pas évident pour beaucoup de parents et certains essayent de trouver, de grappiller des petites informations à droite à gauche, comment être plus heureux en couple. Alors je t'avouerais que c'est assez, enfin, je sais pas si on a la méthode, parce que en tout cas on est un couple qui dure, on est très très différents l'un et l'autre, okay. Et c'est peut-être aussi ce qui nous complète. Après, du temps pour nous, effectivement c'est quelque chose qu'on devrait s'octroyer plus. Souvent c'est nous quatre, moins nous deux. Notre premier week-end tous les deux en amoureux, c'était l'année dernière, donc depuis que les enfants sont là. Donc mon fils venait d'avoir 5 ans, donc nous a fallu 5 ans justement pour passer un moment tous les deux, mais parce que aussi on n'a pas, moi ma mère est dans le 77 et Fulgence n'a pas de famille à Montpellier, donc ou peu, et du coup on n'a pas la possibilité de laisser nos enfants et de passer des moments tous les deux. C'est vrai que c'est encore quelque chose sur lequel on devrait travailler, mais c'est vrai qu'on travaille énormément. Déjà, quand on arrive à se voir un week-end, à avoir une soirée ensemble avec les enfants, on est content. Ok, je comprends complètement. On parlait de rêves tout à l'heure. Quels sont les rêves que tu n'as pas encore réalisés, que tu aimerais réaliser? Alors, il y a un rêve que j'aimerais réaliser plus que tout, mais ça se fera pas.
Ça se fera pas. Non, Allez, on mais ça se commence fera comme pas, ça. c'est comme ça. Non, j'adorerais faire un raid sportif avec Fulgence. Ah, ok. Ça serait vraiment, j'adorerais ça. Mais lui, je crois que c'est pas trop son truc. Ah ouais, non? Non, je pense que c'est pas trop son truc de partir 4 jours dans une tente et faire 30 km par jour, etc. Je pense que, je sais pas, je lui ai déjà dit, hein, tu veux pas partir avec moi? Il me fait, pff, non, je pense que au niveau de l'abnégation sportive, quand on a fait toute sa carrière dans un sport aussi dur physiquement que le rugby, quand on est à la retraite, on a en tout cas les premières années, il n'y a pas envie de se faire du mal à courir un trail de 30 bornes par jour. Mais je peux le comprendre, mais je l'aurai peut-être à l'usure dans quelques années, peut-être que le challenge lui manquera. Donc ça, c'est un rêve, j'aimerais vraiment faire ça. Tous mes autres rêves sont accessibles. Je suis sur un 2e livre et voilà, il y a plein de choses que je voudrais faire. Si j'aurais rêvé de me marier aussi, ça faisait partie de mes rêves, vraiment de petite fille et tout. Mais faut que le rêve soit commun. C'est pareil, Fulgence, il est pas pour le mariage et je veux surtout pas qu'on se marie pour me faire plaisir, hein, non, je veux que ça soit une évidence et voilà. Donc je pense que ça c'est pareil, dans ce genre de rêve qui implique quelqu'un, en fait, il faut que ce soit les rêves des deux, sinon, bon, voilà. Non, sinon, j'ai encore plein de choses, mais rêve, je ne sais pas. En tout cas, la seule chose dont je rêve, et je me donnerai les moyens pour le faire, c'est que mes enfants soient heureux et épanouis. Et ça, c'est tellement important. Et c'est tellement... Il y a beaucoup de jeunes autour de moi, mes stagiaires et autres, dans les émissions que je croise, dans les différentes émissions. Et il y a quand même un mal-être chez les jeunes qui me trouble assez. Et mon rêve, c'est que mes enfants... alors moi, j'ai une adolescence un peu compliquée, mais je rêve d'être une oreille pour mes enfants si ça va pas et qu'ils soient heureux de vivre. Parce que la vie, c'est vraiment merveilleux et c'est dommage de passer à côté. Et justement, cette jeunesse, avec toute la difficulté que les jeunes rencontrent aujourd'hui, c'est vrai que entre le harcèlement, beaucoup de jeunes en dépression, beaucoup de jeunes autour de moi sont en dépression, ils rentrent, ils sont brillants, ils font des études de journalisme et ils sont en dépression, ils sont soutenus par des médicaments, ça me fait de la peine de voir ça, quoi. Et ouais, sur tous les stagiaires cette année, il y en a une bonne partie qui était mal et j'espère que mes enfants n'auront pas cette souffrance. Ouais, tu fais très bien de le mentionner. C'est vrai qu'il y a, statistiquement, hein, il y a eu énormément de jeunes étudiants qui se pensaient même au suicide. C'est hyper dur, hyper grave. Et ça va avec les maux de notre société, avec alors la Covid-19 a accéléré a priori un certain nombre de choses là-dessus. Mais ouais, c'est être à l'écoute, je pense, plus d'humanisme derrière. Mais je pense que la jeunesse est extrêmement compliquée. Je ne sais pas si j'aurais pu aussi, moi, être ado à leur âge. Les réseaux sociaux, c'est un fléau, c'est une horreur, la comparaison, etc. Quand tu me parlais de confiance en soi tout à l'heure, je te disais c'est compliqué quand on subit le regard d'autrui, le jugement d'autrui. Les réseaux sociaux, ça crée ça chez des jeunes qui sont pas armés. À 14 ans, on est mal dans sa peau, tout le monde est mal dans sa peau. Ils sont pas armés à ça, et voilà. Et du coup, je suis assez troublée par la jeunesse actuelle. Je me dis, wow, c'est dur, et en plus, facilement, on les met sous médicaments, etc. Alors que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui pourraient agir justement contre ce spleen, ce mal-être, cette dépression, plein de choses que ce soit le sport, que ce soit on parlait de méditation tout à l'heure, de cohérence cardiaque, mais c'est bien sûr, Et c'est dommage, c'est pas encore assez ancré dans les mœurs pour proposer ces solutions qui pourraient leur faire du bien. Mais je trouve ça troublant. J'en parlais avec mon équipe tout à l'heure. Je trouve ça troublant de me dire qu'il y a tant de jeunes
sont touchés par le mal-être. Ouais, et je pense que l'éducation, alors je pense pas forcément l'éducation des parents, mais l'éducation nationale a aussi un rôle à jouer derrière. Ouais. Dans le mode de fonctionnement, j'ai un pote là qui est prof d'anglais dans un collège là à côté de Montpellier. C'est normal que tout le monde ait son téléphone sur la table. Tu vois, c'est dingue. Moi, je trouve ça fou. Et du coup, avec tout ce qu'on sait sur ça, on sait déjà que juste d'avoir un téléphone dans son champ de vision, en fait, on a 30% d'attention en moins. Donc déjà qu'à l'école, c'est pas toujours évident d'avoir le focus sur le professeur avec les élèves qui sont autour. En plus de ça, tu mets le téléphone avec les notifications et tout ce qui va avec. Donc c'est assez dingue, quoi. Ouais. Ouais, je comprends même pas que ça soit autorisé, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ouais. Non, mais on va faire quelque chose là-dessus. Je pense qu'on va faire un podcast juste sur dessus. Sur les téléphones. Après, on a beau dire, c'est comme la malbouffe, c'est comme l'obligation de faire du sport, c'est comme plein de choses, le tabac, etc. Effectivement, dire, c'est une chose. Interdire, ce serait priver la société de liberté. Donc, c'est assez... c'est difficile de se positionner pour les dirigeants aussi. Enfin, on a tendance à leur taper sur les doigts, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est clairement difficile. Après, encore une fois, c'est qu'est-ce qui est bon pour nos enfants ou même pour la patrie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des études scientifiques. Moi, j'aime bien, alors, comme si je me cachais derrière la science, mais en soi, il y a des études qui prouvent en fait un certain nombre de choses, qui disent, OK, la méditation, la cohérence cardiaque, la bonne bouffe, c'est juste des fondamentaux. Et en fait, on se rend compte même que ça permet d'éviter de perdre trop d'argent pour l'État. Bref, sur un certain nombre de sujets, je pense au niveau du non médicamenteux. Aujourd'hui, on sait que si on injecte 1 euro dans la prévention, ça permet d'éviter 6 euros à l'État derrière, juste sur le volet santé. Je parle d'éducation après-demain, mais c'est juste... le problème, c'est qu'effectivement, tu parles d'éducation. Alors, on ne parle pas d'éducation des parents dans une famille, d'éducation tout court. Moi qui mange énormément de légumes, de salades, etc., on me demande constamment si je suis au régime. Non, je ne suis pas au régime, je mange comme ça en fait. Il y a une normalité. Mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que effectivement, on est aussi en France, dans un pays. Alors on parle de gastronomique, mais on peut manger tout aussi correctement sans mettre de la sauce, de la crème, du truc, du machin. On le sait, et on mange différemment aujourd'hui, différemment de nos grands-parents. Mais c'est même pas cette bouffe d'antan, cette nourriture d'antan, ces plats d'antan riches qui font du mal. C'est tous les produits transformés. Il y a un truc assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, il y a plus de 60% des produits qui sont des produits transformés. C'est énorme, c'est juste énorme. 60%, c'est dingue. En fait, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de bien manger, etc. C'est qu'on propose des produits transformés. Que ce soit bio ou autre, on propose des produits transformés. Le produit brut, c'est plutôt ça. Et le goût du produit brut. Partons à la ferme un petit peu. À la ferme, faisons pousser nos tomates, etc. Le produit brut. Bien sûr. Mais même nos papis ne sont plus habitués aux produits bruts. Ouais. C'est juste dingue. Après, ça met du temps à se relancer et à inverser la tendance. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur du mieux vis-à-vis de ça par rapport à il y a 20 ans où c'était la flambée de tout ça, voire même 30 ans. Mais bon, il faut continuer de se Parce que c'était battre. un signe aussi de réussite, de richesse, d'avoir... Moi, je me rappelle quand j'étais petite et j'ai 45 ans, ma mère nous faisait des gâteaux au chocolat maison ou des gâteaux tous les jours. À 4 heures, on avait des gâteaux. Très cool, etc. Et moi, j'envoyais tellement ma copine parce que elle, sa maman, elle travaillait au Prix Unique et elle lui ramenait des gâteaux qui avaient des formes de dinosaures, etc. Des gâteaux industriels et c'était tellement cool. Et moi, j'avais jamais le droit de ça parce que ça coûtait moins cher à mes parents de me faire un gâteau avec le lait de la ferme, les œufs de la ferme. Et, voilà. Quoi. Mais voilà, je rêvais d'avoir ces gâteaux en forme de dinosaures. Et c'est normal et tous les enfants sont pareils. Les miens, ils sont pareils. J'ai fait croire
croire à mes enfants jusqu'à leurs 3 ans que les bonbons, c'était des raisins secs. Et puis un jour ils ont été dans un anniversaire et ils ont vu que c'était pas ça les bonbons. Ouais. Mais voilà, donc non, c'est normal, ça fait rêver. C'est plus joli ce qu'il y a industriel pour un regard d'enfant. Ah, tu me prêches un convaincu. Moi, quand mes parents ont tenu une boulangerie pendant 35 ans, donc c'est sûr que moi, je préférais les Kinder au chocolat fait maison de mon père. Voilà. Tu vois, avec ma sœur, pareil. Ouais. Donc c'est dingue, tu vois. Ouais. Alors que t'as tes potes qui, eux, adorent venir chez toi parce qu'ils vont manger l'éclair au chocolat de Michel parce que c'est trop bon. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est un peu dingue ce paradigme. Oui, mais voilà, mais tout est fait dans l'industrie pour plaire aussi, ces bonbons de couleur, etc. Waouh, pour les enfants, parlant, c'est top. C'est génial. Mais nous, si on se pose 2 minutes et qu'on regarde justement les légumes, est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi gros? Est-ce que on a besoin d'acheter ce riz qui est déjà préparé avec déjà des petits pois et tout dedans, alors qu'on peut acheter du riz, on peut acheter soi-même ses pois et faire un truc soi-même. Ça va prendre 5 minutes. Ça sera pas transformé. Ça sera pas transformé. On est d'accord là-dessus. Si on va sur le volet spiritualité, oui. Comment toi tu te positionnes là-dessus? Est-ce que tu crois à quelque chose de plus grand? Est-ce que tu es croyante en quoi que ce soit? Écoute, le fait de faire du yoga, en fait, moi j'ai connu le yoga il y a 15-20 ans. Grâce à Aria Crescendo, qui est professeure de yoga, qui est une professeure de yoga absolument géniale et qui vivait à Los Angeles à l'époque. Et ma soeur vivait à Los Angeles aussi. Elle me donnait des cours de yoga. Je trouvais ça génial, hyper dur, etc. Mais j'aimais bien parce que c'était très tonique. Hyper dur, tu vois. Hyper dur, très, très, très dur. Et c'est ça que j'aimais, c'est que c'était pas méditatif, c'était vraiment très, très physique. Et puis j'ai passé beaucoup de temps en Thaïlande parce que je boxais et on avait des cours de yoga obligatoires pour repositionner son corps. Là, c'était plus spirituel et ça me saoulait. J'étais pas prête à ça. Et puis quand j'ai repassé mes cours, mes formations de yoga et que j'ai relu les livres plus spirituels du yoga, ça m'a parlé. Il y a une résonance en moi. Je fais de la méditation, hein, donc il y a un côté un peu spirituel, etc. Bien sûr, je suis pas forcément croyante. En tout cas, je me laisse la possibilité de croire à quelque chose, mais pas je ne suis pas une religion type. Mais en tout cas, je suis tout ce qui est spiritualité, en tout cas autour du yoga, quelque chose qui me parle. Ok, ça marche. On parle de croyance quand tu as un coup de moins bien, toi. Est-ce que tu as un gris-gris ou une croyance particulière ou un mantra que tu te dis, ok, là je suis dans le down, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais du coup, comment tu fais toi pour passer ce cap? Comment je fais pour passer ce cap? J'aimerais bien avoir un mantra, ça serait une bonne chose. Alors, il y a quelque chose qui m'aide, que j'ai appris via le yoga, c'est le Ho'oponopono. C'est une prière tahitienne pour remercier son corps lorsqu'on a des maux, etc. On passe beaucoup de temps à dire « Oh, j'ai mal au ventre », à haïr son ventre « Oh, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'en ai marre, j'arrive pas à faire ça, j'ai mal aux épaules, j'y arriverai pas ». Et en fait, ça serait prôner plutôt le côté positif et remercier. On a mal au ventre ou on n'aime pas son ventre, son corps, plus le remercier, se dire qu'on s'aime, etc. Donc c'est quelque chose que je fais quand je suis blessée, par exemple. Je vis très mal les blessures parce que ça m'empêche d'aller vers l'avant pour le sport. Donc, j'essaye de me focaliser sur l'endroit où j'ai mal et de faire le Ho'oponopono. Alors, en français, ça serait je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. Donc, on focalise sur le point où on a mal, sur sa blessure, et on dit je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. Et on le fait avec les parties du corps qui sont blessés ou avec son corps tout court ou avec son être, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Le Ho'oponopono, prendre du temps pour parler à mon corps et le remercier ou le féliciter ou quoi que ce soit. Ok. Tellement important en effet de communiquer avec soi-même, cette petite voix interne là qui fait du bien. J'aimerais juste avant de terminer notre épisode, qu'on parle peut-être de Fake Real Love, donc ta dernière marque avec Fulgence. Alors, c'est la première et peut-être pas la dernière, mais en tout cas c'est la première. Il n'y a pas une marque Ariane? J'avais 2 collections. J'ai travaillé avec Orchestra où j'ai dessiné des collections capsules pour la marque maman et enfant, et c'est fort d'ailleurs de ce succès. Ça avait été un carton que je me suis dit tiens,
je vais lancer ma marque avec Fulgence. J'ai lancé ma marque et Fulgence m'a dit ok, bon, je viens. Fake, c'est donc nos initiales, Fulgence, Ariane et les prénoms de mes enfants. Un jour, Fulgence m'a dit, t'as vu, nos initiales, ça fait fake. Et en fait, je l'ai hyper mal pris. Je me dis, mais enfin, c'est horrible, fake. On n'est pas fake, justement. On est vrai. On est des vrais gens. On est tous au fake. Et du coup, d'où l'idée de Fake Real Love. Parce que ici, fake n'est pas faux, mais justement vrai, puisque c'est la vérité. Donc, d'où le jeu de mots Fake Real Love. Ouais. Et donc, c'est une marque de vêtements no gender. Pour les enfants, pour les adultes, pour toutes les tailles, on va jusqu'au triple XL. Et parce qu'on aimait bien, nous, on aime bien s'habiller pareil, habiller nos enfants pareil. Ça fait un peu team, ça fait un peu crew, Ça se voit, surtout ouais. quand on voyage, etc. On les perd pas comme ça, on dit ah c'est les nôtres, ils sont habillés pareil. Et voilà. Et j'ai une petite fille qui est pas du tout. Et moi-même, je suis assez masculine dans ma manière de m'habiller. En tout cas, je mets souvent je suis souvent en jogging et en sweat, etc. À cause du sport aussi, grâce au sport. D'ailleurs, on ne sait jamais avec Fulgence si c'est mon pull, son pull, etc. Bon, il est plus grand que moi, mais comme je m'habille comme ça, donc on est parti du postulat que voilà, c'était des vêtements qu'on pouvait échanger. Ma petite fille, c'est pareil, elle veut pas se mettre en robe, elle est assez, elle aime bien s'habiller comme son frère, donc on aimait bien cette idée de team. Et Fulgence qui a évolué pendant des années dans un groupe et dans une équipe, la force d'une team. On trouvait ça assez beau et voilà. Et la première collection s'appelle Dusk, ça veut dire pénombre, grâce à mon fils, parce que notre collection elle est juste noire, rose et grise en fait, qui sont ces couleurs du coucher de soleil en fait. Et j'adore les couchers de soleil en Occitanie. Je suis parisienne et toi qui vis en même temps à Montpellier et à Paris, tu vois qu'il y a un gap entre le coucher de soleil à Montpellier qui est absolument incroyable et le parisien où en fait il se passe rien. C'est clair. Et un jour, mon fils m'a dit, maman, je sais pourquoi t'aimes tant les couchers de soleil, parce qu'à chaque fois, je leur disais, venez, on sort, on va voir le coucher de soleil, c'est trop beau, c'est trop beau. Je dis, mais parce qu'en fait, c'est ma sœur et moi. Je dis, comment ça? Il me dit, bah regarde, c'est le moment où le soleil il se couche et la nuit elle se lève, donc c'est le moment où on se rencontre. Et ben c'est comme toi et papa. Et j'ai trouvé ça tellement joli qu'on a appelé cette collection Pénombre Dusk. Ok, bon, merci pour l'anecdote. De toute façon, on mettra dans les notes du podcast tous les liens vis-à-vis de cette marque. Merci, et puis aussi pour l'ensemble de tes réseaux derrière. Si on veut te joindre d'ailleurs, que ce soit des personnes comme moi qui veulent t'interviewer, que ce soit ou des personnes qui veulent en savoir un peu plus sur qui tu es, donc on te suit sur Insta. Tu veux que je donne mon numéro de téléphone là? T'inquiète pas, on le donnera pas, c'est promis. Mais par contre, voilà, c'est Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux que tu mets TikTok? Alors c'est surtout Instagram. Alors je suis sur TikTok aussi, mais je gère pas trop en fait. Je poste des choses, mais je converse pas avec les gens. Plus sur Instagram pour échanger avec moi. Et c'est vrai que je mets du temps à répondre parce que tu le sais peut-être, les gens ne le savent pas forcément, mais Instagram propose 99 messages en attente. Oh, ok. Donc, si tu en as 20 ou 30 dans la journée et que tu réponds pas aux 20 ou 30 dans la journée, eh ben, les 99 autres viennent avant, etc., 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 etc. Donc, parfois, je mets 6 mois à vous répondre. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que y en a d'autres qui sont arrivés et voilà. Mais je réponds tout le temps et j'ai quand même une communauté dont je suis assez proche, des fidèles, des femmes. J'ai beaucoup de femmes qui me suivent et qui en fait ont une vie similaire à la mienne. Donc c'est fou les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression de connaître des gens. J'ai fait des super belles rencontres. Ma binôme, Anne-Sophie, qui a fait Koh-Lanta, c'est une rencontre Instagram. Trop bien. On s'est rencontrés il y a des années et c'est comme ma petite sœur. Donc voilà. Ouais, donc ok, donc on mettra les liens sur Insta notamment comme il se doit. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Écoutez, je dirais prenez soin de vous. Parce que votre corps est votre maison jusqu'à la fin de vos jours. Et si vous ne le faites pas, eh bien, personne ne le fera pour vous. Franchement, merci beaucoup. Merci infiniment, Ariane, pour ce beau moment passé ensemble. Merci à toi de m'avoir invité. C'était très sympathique. Je t'en prie. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité aussi exceptionnel qu'Ariane. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao. Ciao.